Dans une rue paisible de Paris, un coup de feu a déchiré l'innocence d'une enfant. Et si c'était votre quartier, prête à découvrir une histoire bouleversante? Si elle vous touche, commentez Justice et abonnez-vous. Pas convaincu? Un like suffit. Ne manquez pas le final inattendu. Sous un ciel d'automne doux et pâle, la rue des Lilas, dans une banlieue tranquille de Paris, semblait figée dans une sérénité fragile. Les feuilles jaunies tourbillonnaient sur les pavés, portées par une brise qui caressait les façades des maisons bourgeoises. Les volets bleus de la maison des Dubois, élégante mais sans ostentation, s'ouvraient sur un jardin où des rosiers s'épanouissaient encore, défiant la fraîcheur naissante. Sophie Dubois, 11 ans, jouait dans ce jardin, ses boucles noires scintillant sous les rayons timides du soleil. Son rire, clair comme une cascade, résonnait dans l'air, mêlé aux cris joyeux de son amie Marie, une fillette aux joues roses et au sourire malicieux. Les deux enfants couraient, un pistolet en plastique rouge à la main, plongés dans un jeu d'aventurières intrépides. « Attrape-moi, Marie !» lançait Sophie, sa voix vibrante d'une innocence pure. Marie, essoufflée, trébuchait sur une racine, riant aux éclats. À quelques mètres, Claire, la voisine âgée, arrosait ses géraniums, un sourire tendre sur les lèvres. Ses lunettes glissaient sur son nez, et ses mains ridées tenaient l'arrosoir avec soin. Elle aimait ces moments où la vie semblait simple, où le quartier respirait la paix. Mais ce jour-là, une ombre invisible planait, prête à briser cet équilibre fragile. Dans une voiture de patrouille garée au coin de la rue, Pierre Lambert, un policier aux traits durs, observait la scène. Ses yeux, plissés par une méfiance ancrée, scrutaient chaque détail. Pierre, la quarantaine, portait son uniforme comme une armure, mais son regard trahissait une amertume profonde, un ressentiment qu'il ne nommait jamais. Il n'aimait pas ce quartier, trop divers à son goût, trop éloigné de l'ordre qu'il croyait défendre. Il tapotait le volant, nerveux, tandis que Michel, son jeune collègue, feuilletait un carnet à ses côtés. Michel, encore novice, avait les manières hésitantes d'un homme qui découvrait les ombres du métier. « Regarde ces gamins », marmonna Pierre, sa voix teintée de dédain. Michel haussa les épaules, mal à l'aise. « Ce sont juste des enfants, Pierre. Laisse-les jouer. » Mais Pierre ne l'écoutait pas. Son regard s'était fixé sur Sophie, qui brandissait son pistolet en plastique, courant vers le portail du jardin. À travers la vitre poussiéreuse de la voiture, le jouet rouge semblait menaçant dans l'esprit de Pierre. Une seconde d'égarement, un préjugé profondément enraciné, et son instinct prit le dessus. Il ouvrit la portière, sa main déjà sur son arme. « Reste ici », ordonna-t-il à Michel, qui écarquilla les yeux, sentant une tension soudaine monter. Sophie, inconsciente du danger, poursuivait son jeu. Elle pointa son pistolet en plastique vers Marie, riant à gorge déployée. « Pain! T'es touché !» cria-t-elle, tandis que Marie s'effondrait théâtralement sur l'herbe, feignant une blessure dramatique. Claire, la voisine, releva la tête, un pressentiment étrange lui serrant la poitrine. Elle posa son arrosoir, prête à appeler les fillettes pour leur offrir des madeleines, comme elle le faisait souvent. Mais avant qu'elle ne puisse parler, un cri rauque déchira l'air. « Lâche ça !» hurla Pierre, son arme dégainée, pointée sur Sophie. La fillette se figea, ses yeux écarquillés de terreur. Le pistolet en plastique trembla dans sa main. Marie, pétrifiée, recula d'un pas. Claire, le souffle coupé, porta une main à sa bouche, incapable de comprendre ce qui se passait. Tout se déroula en un instant. Pierre, aveuglé par un mélange de peur et de préjugés, pressa la détente. Une détonation retentit, brisant le silence de la rue des Lilas. Sophie s'effondra, une tache rouge s'élargissant sur sa robe blanche. Marie hurla, un cri strident qui fit vibrer les fenêtres. Claire, les jambes vacillantes, courut vers la fillette, ses mains tremblantes, cherchant son téléphone pour appeler les secours. À des kilomètres de là, dans l'enceinte solennelle du palais de justice de Paris, Étienne Dubois, père de Sophie, était plongé dans une audience. Cet homme imposant, à la peau d'ébène et au regard perçant, était une figure respectée. Ses collègues admiraient sa droiture,
son calme face aux tempêtes judiciaires. Ce jour-là, il présidait une affaire complexe, ses lunettes glissant légèrement sur son nez alors qu'il écoutait les plaidoiries. Mais une inquiétude sourde le rongeait. Sophie n'avait pas répondu à son dernier message, ce qui était inhabituel. Elle lui écrivait toujours après l'école, un rituel entre eux, une petite note pour raconter sa journée. Alors que l'avocat d'en face concluait son argumentaire, le téléphone d'Étienne vibra dans sa poche. Il fronça les sourcils, jetant un regard discret à l'écran. Un appel de Claire, la voisine. Son cœur se serra. Il s'excusa brièvement, quittant la salle sous les regards surpris de ses collègues. Dans le couloir de marbre, il décrocha. Monsieur Dubois, la voix tremblante de Claire éclata dans le combiné. C'est Sophie. Elle a été blessée. Un policier. Venez vite. Le monde d'Étienne s'effondra. Ses jambes faillirent en céder. Il lâcha son dossier, les feuilles s'éparpillant sur le sol. Sans un mot, il courut vers sa voiture, le visage déformé par l'horreur. Dans la rue des Lilas, le chaos s'installait. Les voisins, alertés par le coup de feu, sortaient de leur maison, incrédules. Madame Lefebvre, une retraitée qui promenait son caniche, s'arrêta net, les larmes aux yeux. Monsieur Ahmed, le libraire du coin, lâcha son balai et accourut, son visage marqué par l'effroi. L'ambulance arriva dans un hurlement de sirène, les secouristes se précipitant vers Sophie. Claire, agenouillée près de la fillette, tenait sa main, murmurant des mots de réconfort. « Tiens bon, ma chérie, tiens bon. » Marie, en état de choc, sanglotait dans les bras de madame Lefebvre. Pierre, lui, restait figé, son arme encore à la main, le visage blême. Michel, son collègue, le regardait avec un mélange de colère et de dégoût. « Qu'est-ce que t'as fait, Pierre » murmura-t-il, la voix tremblante. Pierre balbutia, cherchant une justification. Elle avait une arme. Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Les secouristes stabilisèrent Sophie, son petit corps frêle transporté sur une civière. La foule grandissait, des murmures de colère s'élevant. « C'est une enfant !» cria M. Ahmed. « Comment ose-t-il » lança une femme dans la foule. La tension montait, comme une tempête prête à éclater. Étienne arriva, sa voiture freinant brutalement devant la maison. Il sortit en trombe, son costume impeccable contrastant avec son visage ravagé par la peur. Il repoussa la foule, son regard cherchant frénétiquement sa fille. Lorsqu'il la vit, allongée sur la civière, son cœur se brisa. « Sophie !» cria-t-il, sa voix se perdant dans un sanglot. Il s'agenouilla près d'elle, prenant son visage entre ses mains. Ses yeux, d'habitude si pleins de vie, étaient clos. Les secouristes l'écartèrent doucement, lui assurant qu'elle était en vie mais gravement blessée. Étienne, tremblant, se tourna vers Pierre, qui reculait, accablé par le poids des regards. « Vous… » gronda Étienne, sa voix basse mais chargée de fureur. Il fit un pas vers lui, mais Claire le retint. « Pas maintenant, Étienne. Sophie a besoin de vous. » Il hocha la tête, déchiré, et suivit l'ambulance, montant à l'arrière, ses mains serrant celles de sa fille. À l'hôpital, l'attente était insoutenable. Étienne arpentait le couloir, son esprit oscillant entre rage et désespoir. Les néons blafards projetaient des ombres sur son visage. Il repensait à Sophie, à ses rires, à ses rêves de devenir écrivaine. Chaque souvenir était une lame dans son cœur. Claire arriva peu après, accompagnée de Marie, qui pleurait encore. « C'était un jouet, monsieur Dubois », murmura Marie, la voix brisée. « Juste un jouet. » Étienne la serra dans ses bras, ravalant ses larmes. Claire posa une main sur son épaule. « On va se battre pour elle, » dit-elle, sa voix ferme malgré son âge. Étienne hocha la tête, une lueur d'acier dans les yeux. Il n'était plus seulement un père, il était un juge, et il connaissait le pouvoir de la loi. Pierre Lambert ne savait pas encore à qui il s'était attaqué. Mais dans ce couloir d'hôpital, sous la lumière crue, une promesse silencieuse naissait. Justice serait rendue. La rue des Lilas, autrefois havre de paix, portait désormais les stigmates d'une tragédie. Les voisins, réunis en petits groupes, chuchotaient, partageant leur choc et leur colère.
Les enfants ne jouaient plus dans les jardins. Les rosiers des Dubois semblaient flétris, comme si la nature elle-même pleurait. Dans l'ambulance, Sophie luttait pour sa vie, son souffle faible mais tenace. Étienne, à ses côtés, murmurait des prières, sa main serrant la sienne. Il ignorait encore comment, mais il jurait que celui qui avait brisé son monde paierait. Et dans l'ombre, la communauté se préparait à se lever, unie par l'injustice, prête à faire entendre sa voix. À l'hôpital, les médecins s'affairaient autour de Sophie, leur silence pesant comme une sentence. Étienne, immobile, fixait la porte de la salle d'opération, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Il repensait à sa femme, disparue trop tôt, à la promesse qu'il lui avait faite de protéger leur fille. Cette promesse, il la tiendrait, quoi qu'il en coûte. La rue des Lilas, ce coin de Paris, où la vie coulait doucement, ne serait plus jamais la même. Et dans le cœur d'Étienne, une tempête se levait, prête à tout emporter. Dans les couloirs austères du palais de justice de Paris, l'air semblait chargé d'une tension électrique. Étienne Dubois, droit dans son costume sombre, traversait les salles de marbre comme un homme porté par une mission. Ses pas résonnaient, lourds, déterminés, mais son visage trahissait une douleur qu'aucun verdict ne pouvait apaiser. Sophie, sa fille, luttait toujours entre la vie et la mort à l'hôpital. Chaque battement de son cœur, fragile mais tenace, était une flamme qui alimentait la rage d'Étienne. Il n'était plus seulement un père, il était un juge, un gardien de la loi, et il connaissait les rouages du système mieux que quiconque. Pourtant, face à l'injustice qui avait frappé sa fille, il se sentait démuni, comme si la balance de Thémis s'était brisée sous le poids d'un préjugé. Dans son bureau, encombré de dossiers et de livres de droit, il s'assit, les mains tremblantes. Une tasse de café, intacte, refroidissait sur la table. À ses côtés, Amélie, sa jeune assistante juridique, feuilletait des rapports, ses lunettes glissant sur son nez. Elle était brillante, pleine d'une fougue idéaliste, mais ce jour-là, son regard était grave. « Monsieur Dubois ?» murmura-t-elle, hésitante. « Nous avons trouvé des témoignages. Marie, la petite, est prête à parler. » Étienne hocha la tête, ses yeux fixant un point invisible. « Et lui ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque un grondement. Amélie comprit immédiatement. Pierre Lambert, le policier responsable, était déjà au centre d'une tempête qui s'amplifiait. Dehors, la rue des Lilas n'était plus le havre de paix qu'elle avait été. Les voisins, encore sous le choc, s'étaient réunis en petits groupes, leurs murmures chargés de colère et d'incrédulité. Madame Lefebvre, la retraitée au caniche, organisait une veillée devant la maison des Dubois, des bougies vacillant dans la brise du soir. Monsieur Ahmed, le libraire, distribuait des tracts appelant à une manifestation pour exiger justice. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, attisée par Julien, un jeune journaliste du Figaro, dont la plume acérée avait déjà fait trembler des puissants. Julien, avec ses lunettes rondes et son écharpe négligemment nouée, arpentait le quartier, un carnet à la main. Il interrogeait les témoins, recueillant chaque détail avec une précision obsessionnelle. Marie, l'amie de Sophie, était son principal atout. La fillette, encore tremblante, avait décrit la scène avec une clarté déchirante. Le jouet en plastique, le cri de Pierre, le coup de feu. Julien savait que cette histoire pouvait ébranler la ville, mais il savait aussi que Pierre Lambert ne se laisserait pas acculer si facilement. Dans les locaux de la police, Pierre était retranché, son uniforme froissé, son visage marqué par une nuit sans sommeil. Il avait tenté de justifier son acte, parlant d'une menace imminente, mais ces mots sonnaient faux, même à ses propres oreilles. Michel, son jeune collègue, évitait son regard. La culpabilité pesait sur Pierre, mais il refusait de l'admettre. Il avait des alliés, des collègues qui partageaient ses préjugés, prêts à couvrir ses erreurs. Dans une salle de réunion étouffante, il rencontra l'inspecteur-chef Gérard, un homme aux cheveux grisonnants et à l'air autoritaire. « Tu as merdé, Lambert », lâcha Gérard, sans détour. « Mais on va gérer, reste discret et ne parle à personne. » Pierre hocha la tête, ses poings serrés. Il savait que l'affaire prenait de l'ampleur,
que le nom d'Étienne Dubois circulait déjà dans les couloirs. Un juge respecté, un homme d'influence, un père brisé. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait pas prévu cela, il n'avait pas prévu que son geste, impulsif et biaisé, le mènerait face à un adversaire aussi redoutable. Étienne, de son côté, ne perdait pas de temps. Dans son bureau, Amélie étalait des documents, rapports de police, témoignages des voisins, un enregistrement flou d'une caméra de surveillance. Chaque pièce était un fil dans la toile qu'il tissait pour coincer Pierre. Mais il savait que la justice, même dans une ville comme Paris, pouvait être un labyrinthe. Les préjugés, les alliances, les silences complices pesaient lourd. Amélie, avec sa détermination juvénile, croyait encore en un système équitable. « On va le faire tomber », dit-elle, ses yeux brillants. Étienne esquissa un sourire amer. « Ce n'est pas seulement lui, Amélie, c'est tout un système. » Il repensait à Sophie, à son rire, à ses dessins accrochés dans leur salon. Chaque souvenir était une blessure, mais aussi une force. Il se leva, ajustant sa cravate. « Convoque une réunion avec le procureur, » ordonna-t-il, « et trouve-moi tout ce que tu peux sur Lambert, son passé, ses rapports, tout. » Amélie acquiesça, déjà au travail, ses doigts volant sur le clavier. Dans la rue, la colère grondait. La manifestation organisée par les voisins prenait de l'ampleur, attirant des habitants d'autres quartiers, des militants, des curieux. Les pancartes brandies portaient des messages simples mais puissants. Justice pour Sophie, non à la violence policière. Julien, au cœur de la foule, prenait des notes, son appareil photo capturant les visages marqués par l'émotion. Madame Lefebvre, tenant une bougie, parlait aux caméras d'une chaîne locale, sa voix tremblante mais résolue. « Sophie est notre petite, » disait-elle. « Elle jouait, comme tous les enfants. Comment peut-on tirer sur une enfant ?» La foule applaudissait, unie dans son indignation. Mais au loin, des fourgons de police stationnaient, leurs gyrophares projetant des lueurs bleues sur les façades. La tension montait, et Julien le sentait. Il envoya un message à Étienne. « La rue s'embrase. On a besoin de vous. » Étienne, dans son bureau, lut le message, le cœur lourd. Il voulait être à l'hôpital, près de Sophie, mais il savait que son combat se jouait ici, dans les arènes de la justice. À l'hôpital, l'état de Sophie restait critique. Les médecins, visages fermés, s'affairaient autour d'elle. Claire, la voisine, veillait dans la salle d'attente, un chapelet entre les mains. Marie, blottie contre elle, murmurait des prières. « Elle va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda la fillette, ses yeux rougis. Claire, malgré son propre désespoir, hocha la tête. « Sophie est forte, ma chérie, comme son père. » Mais dans son cœur, l'inquiétude pesait. Elle repensait à la rue des Lilas, à ce jardin où tout avait basculé. Elle repensait à Pierre, à son regard froid, à son geste irréparable. Elle serra les mains de Marie, cherchant du courage dans ce contact fragile. Dans les locaux de la police, Pierre tentait de reprendre contenance. Il avait contacté un avocat, un homme recommandé par Gérard, connu pour défendre les officiers dans des affaires délicates. « Dis rien », lui avait conseillé l'avocat. « Un type bedonnant nommé Victor. Laisse-moi gérer. On va parler d'erreurs, de stress, de mauvaise visibilité. » Pierre acquiesça, mais il sentait le nœud dans son estomac se resserrer. Il repensait au regard de Sophie, à ce moment où elle avait lâché son jouet, à ce cri de Marie. Il repoussa ces images, se répétant qu'il avait fait son devoir. Mais au fond, une vérité insidieuse le rongeait. Il avait tiré par peur, par préjugé, par tout ce qu'il refusait d'admettre. Et maintenant, il faisait face à un homme comme Étienne Dubois, un homme qui ne pardonnerait pas. Étienne, lui, préparait son offensive. Avec Amélie, il avait réuni assez de preuves pour demander une enquête officielle. Le témoignage de Marie, corroboré par celui de Claire et de M. Ahmed, était accablant. La vidéo de surveillance, bien que floue, montrait Sophie tenant un objet clairement inoffensif. Julien, le journaliste, avait publié un premier article, titré « Une enfant blessée par la police, la rue des Lilas en deuil ». L'article, partagé des milliers de fois, mettait la pression sur les autorités. Étienne savait que le temps jouait contre lui. Pierre et ses alliés chercheraient à étouffer l'affaire,
à discréditer les témoins. Mais il n'était pas seul. La communauté, galvanisée par la tragédie, se tenait derrière lui. Dans un café proche du palais de justice, il rencontra Julien, qui lui tendit une liasse de notes. J'ai creusé sur Lambert, dit le journaliste, son regard sérieux. Il a un passif, des plaintes pour brutalité, toutes classées sans suite. Étienne serra les dents. Pas cette fois, murmura-t-il. La nuit tombait sur Paris, et la rue des Lilas s'illuminait de bougies. Les habitants chantaient, leurs voix montant dans l'air frais. Étienne, de retour à l'hôpital, s'assit près de Sophie. Les machines bourdonnaient, leur bruit monotone contrastant avec le silence oppressant. Il prit la main de sa fille, ses doigts froids mais vivants. « Tiens bon, ma chérie, » murmura-t-il, sa voix brisée. Il repensait à sa femme, à leur vie avant la tragédie, à leur promesse de protéger Sophie. Cette promesse, il la tiendrait. Dehors, la foule continuait de scander le nom de Sophie, un cri pour la justice, un cri pour le changement. Et dans le cœur d'Étienne, la tempête grandissait, prête à tout balayer. La salle d'audience du palais de justice de Paris était un théâtre de tension, où chaque mot pesait comme une sentence. Les murs de pierre, ornés de boiseries anciennes, semblaient absorber les murmures de la foule qui s'entassait sur les bancs. Étienne Dubois, debout, impeccable dans son costume sombre, fixait le box des accusés, où Pierre Lambert, pâle et crispé, évitait son regard. La lumière froide des lustres tombait sur le visage d'Étienne, creusant ses traits, mais ses yeux brûlaient d'une détermination farouche. Sophie, sa fille, était hors de danger, mais toujours alitée à l'hôpital, son corps frêle marqué par une cicatrice qui ne s'effacerait jamais. Cette pensée alimentait la colère d'Étienne, mais aussi sa résolution. Il n'était plus seulement un père, il était un juge, un homme qui connaissait les arcanes de la loi et qui savait que la vérité, parfois, devait être arrachée. À ses côtés, Amélie, son assistante, ajustait ses lunettes, ses dossiers soigneusement annotés, posés devant elle. Julien, le journaliste, était là aussi, au fond de la salle, son carnet à la main, prêt à consigner chaque instant. Dehors, la rue des Lilas et les quartiers voisins vibraient d'une énergie nouvelle, portée par des pancartes et des chants réclamant justice. La présidente du tribunal, Claire Beaumont, une vieille amie d'Étienne, entra dans la salle. Son visage sévère, encadré par des cheveux gris impeccablement noués, imposait le silence. Elle frappa son marteau. L'audience commença. Étienne, dans son rôle d'avocat de la partie civile, prit la parole le premier. Sa voix, grave et posée, résonna dans la salle. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous sommes ici pour une enfant, Sophie Dubois, dont l'innocence a été brisée par un acte impardonnable. » Il raconta la scène, chaque détail soigneusement choisi, le jardin ensoleillé, le jouet en plastique, le cri de Marie, le coup de feu. La foule retenait son souffle. Marie, appelée à la barre, tremblait, mais parlait avec une clarté bouleversante. « C'était un jouet », murmura-t-elle, ses yeux rougis, fixant Pierre. Sophie riait, elle jouait. Les larmes coulèrent, et un frisson parcourut l'assistance. Claire, la voisine, témoigna à son tour, sa voix ferme malgré son âge. « J'ai vu cet homme, » dit-elle, pointant Pierre, tirer sans hésiter sur une fillette. Les murmures s'amplifièrent, mais Claire Beaumont rappela l'ordre d'un coup de marteau. Étienne, méthodique, présenta les preuves. La vidéo de surveillance, floue mais accablante, montrant Sophie brandissant un jouet inoffensif. Les témoignages des voisins, dont celui de M. Ahmed, qui avait vu Pierre dégainer sans sommation. Les articles de Julien, qui avaient révélé le passé trouble de Pierre, marqué par des plaintes pour brutalité jamais suivies d'effet. Pierre, dans le box, semblait rétrécir sous le poids des regards. Son avocat, Victor, un homme bedonnant au verbe habile, tenta de le défendre. « Mon client a agi sous la pression », plaida-t-il, dans un contexte de menace perçue. Il parla de stress, de mauvaise visibilité, d'une erreur tragique mais humaine. Mais ces mots sonnaient creux face à la douleur brute d'Étienne et à la clarté des preuves.
Amélie, avec une précision chirurgicale, contre-attaqua, citant des rapports internes de la police qui montraient que Pierre avait déjà été signalé pour des comportements discriminatoires. Elle brandit un document, une plainte classée sans suite, où une famille maghrébine accusait Pierre d'abus de pouvoir. La salle s'agita, des murmures de colère s'élevant. Julien, au fond, griffonnait frénétiquement, sentant que l'histoire dépassait le cadre d'un simple procès. C'était un cri pour un changement plus profond, une remise en question d'un système qui protégeait trop souvent les siens. Dehors, la foule grossissait. Les pancartes s'agitaient, les voix s'unissaient dans un chant poignant. « Justice pour Sophie !» Madame Lefebvre, tenant une bougie, guidait les manifestants, son caniche trottinant à ses côtés. Monsieur Ahmed, infatigable, distribuait des tracts, sa librairie devenue un point de ralliement. Des étudiants, des militants, des habitants de banlieue se joignaient au mouvement, leurs visages marqués par une colère contenue mais puissante. Les caméras des chaînes nationales filmaient, et Julien, entre deux notes, envoyait des messages à ses collègues pour amplifier la couverture médiatique. La rue des Lilas, autrefois discrète, était devenue le symbole d'une lutte plus large, celle contre les injustices ancrées dans les institutions. Les fourgons de police, postés à distance, observaient, leurs gyrophares éteints mais menaçants. La tension était palpable, mais la foule restait pacifique, unie par un même espoir. Dans la salle d'audience, Pierre fut appelé à la barre. Il se leva, les mains moites, son uniforme semblant trop grand pour lui. « Je pensais qu'elle avait une arme, » balbutia-t-il, sa voix tremblante. Mais sous le regard perçant d'Étienne, il vacilla. « Vous avez vu une enfant, » rétorqua Étienne, sa voix coupante comme une lame. « Une enfant de 11 ans, dans son jardin, avec un jouet. » Pierre baissa les yeux, incapable de répondre. Victor tenta de reprendre la main, mais le mal était fait. Le doute s'était installé dans l'esprit des jurés, et Claire Beaumont, impassible, notait chaque détail. Étienne, sentant l'élan de la salle, conclut son plaidoyer avec une force qui fit vibrer l'air. « Sophie n'est pas seulement ma fille, » dit-il. « Elle est votre fille, votre sœur, votre voisine. Si nous laissons cet acte impuni, nous trahissons tous les enfants de ce pays. » Un silence lourd suivit, brisé seulement par un sanglot étouffé dans la foule. À l'hôpital, Sophie montrait des signes de rétablissement. Ses yeux, encore faibles, s'ouvraient par instants, cherchant son père. Claire, la voisine, passait chaque jour, apportant des livres et des gâteaux faits maison. Marie, plus courageuse qu'elle ne l'aurait cru, venait aussi, lisant à Sophie des histoires qu'elles aimaient autrefois. « Tu vas guérir » murmurait-elle, serrant la main de son amie. Les médecins, prudents, parlaient d'un miracle. Sophie, malgré la douleur, semblait portée par une force invisible, celle de l'amour de son père et de sa communauté. Étienne, lorsqu'il n'était pas au tribunal, passait des heures à son chevet, lui racontant des souvenirs de leur vie d'avant, des dimanches à flâner sur les quais de la Seine, des éclats de rire dans leur petit appartement. Chaque mot était un fil reconstituant leur lien, un rempart contre le désespoir. Le verdict tomba après des heures de délibération. Claire Beaumont, la présidente, se leva, son marteau prêt. « Pierre Lambert, » déclara-t-elle, sa voix claire, « vous êtes reconnu coupable de tentative d'homicide par négligence grave et abus de pouvoir. » La sentence suivit. Une peine de prison ferme, assortie d'une radiation définitive de la police. La salle explosa en applaudissements, mais Étienne resta immobile, son visage fermé. Ce n'était pas une victoire. Pas vraiment. Rien ne ramènerait les jours d'insouciance de Sophie. Pierre, menottes aux poignets, fut emmené, son regard vide croisant celui d'Étienne une dernière fois. Dans ce regard, il n'y avait ni remords, ni défi, juste une résignation amère. Dehors, la foule exulta, les cris de joie se mêlant aux larmes. Julien, son article déjà prêt à être publié, captura l'instant. Des voisins s'enlaçant, des bougies levées vers le ciel, des pancartes brandies comme des étendards. Madame Lefebvre pleurait, son caniche blotti contre elle.
Monsieur Ahmed, épuisé mais fier, distribuait des accolades. La rue des Lilas, marquée par la tragédie, redevenait un lieu d'espoir. Étienne, quittant le tribunal, marcha seul jusqu'à l'hôpital. Paris, sous un ciel gris, semblait respirer différemment. Il entra dans la chambre de Sophie, s'assit près d'elle et prit sa main. « On a gagné, ma chérie, » murmura-t-il, sa voix brisée mais douce. Sophie, faible, esquissa un sourire. Pour la première fois depuis des semaines, Étienne sentit une lueur de paix dans son cœur. La communauté de la rue des Lilas ne serait plus jamais la même. Les rosiers des Dubois refleuriraient, mais leur éclat porterait la mémoire de ce combat. Étienne, en rentrant chez lui ce soir-là, trouva une pile de lettres sur sa table, des mots de soutien, des dessins d'enfants, des promesses de changement. Il s'assit, un verre de vin rouge à la main, et lut chaque mot. La justice avait été rendue, mais le vrai travail commençait, celui de reconstruire, de guérir, de faire de ce monde un endroit où Sophie pourrait à nouveau rire. Dehors, Paris scintillait, et dans l'ombre, une promesse silencieuse persistait. Plus jamais. L'histoire de Sophie Dubois, une fillette innocente blessée par un acte impulsif et biaisé, résonne comme un cri dans le silence d'une société parfois trop complaisante. À travers ce drame, ancré dans la réalité d'un quartier parisien, se dévoilent des vérités universelles sur la justice, la responsabilité et la force de la communauté. En tant que Français, nous sommes façonnés par une culture qui valorise la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais cette histoire nous rappelle que ces idéaux, gravés dans notre devise nationale, exigent une vigilance constante. Mes réflexions sur ce récit, ainsi que les leçons qu'il nous enseigne, s'articulent autour de l'impact des préjugés, de la résilience face à l'adversité et du pouvoir de l'unité collective. Ces leçons, bien que nées d'une tragédie, peuvent éclairer notre quotidien et nous inspirer à agir pour un monde plus juste. D'abord, cette histoire met en lumière la violence insidieuse des préjugés. Pierre Lambert, par son geste irréfléchi, incarne une réalité que nous préférons souvent ignorer. Les jugements hâtifs, nourris par la peur ou l'ignorance, peuvent détruire des vies. En France, où la diversité est à la fois une richesse et un défi, nous devons reconnaître que les stéréotypes, même inconscients, influencent nos actions. L'image de Sophie, riant dans son jardin avec un jouet en plastique, contraste brutalement avec la perception erronée de Pierre. Cela nous pousse à réfléchir. Combien de fois avons-nous, dans nos interactions quotidiennes, laissé des préjugés guider nos jugements, que ce soit dans un métro bondé, un bureau ou une salle de classe? Ces biais subtils peuvent créer des fractures. La leçon est claire. Il faut s'entraîner à voir au-delà des apparences, à questionner nos instincts premiers. Cela demande une introspection courageuse, un effort pour écouter et comprendre l'autre, qu'il soit voisin, collègue ou inconnu. Appliquer cela dans la vie quotidienne, c'est choisir la curiosité plutôt que la méfiance, l'empathie plutôt que le jugement. Ensuite, l'histoire d'Étienne Dubois illustre la puissance de la résilience face à l'adversité. Étienne, père dévasté mais juge déterminé, transforme sa douleur en un combat pour la justice. Dans la culture française, marquée par une longue tradition de lutte pour les droits, des révolutions aux mouvements sociaux modernes, la résilience est une valeur cardinale. Étienne incarne cet esprit, refusant de plier face à un système qui protège trop souvent les coupables. Sa force ne vient pas seulement de son statut, mais de son amour pour Sophie et de sa foi en un idéal plus grand. Cette résilience nous enseigne une vérité essentielle. Même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver du sens en agissant. Dans nos vies, nous faisons tous face à des épreuves, une perte, une injustice, un échec. La leçon ici est de ne pas se laisser submerger par le désespoir, mais de canaliser cette énergie pour créer du changement, même à petite échelle, que ce soit en défendant une cause, en soutenant un proche ou en persévérant dans un projet, nous pouvons, comme Étienne, transformer la douleur en action. Enfin, l'unité de la communauté de la rue des Lilas est un rappel vibrant du pouvoir de la solidarité. Dans un pays où l'individualisme peut parfois l'emporter, cette histoire montre que c'est ensemble que nous sommes les plus forts. Les voisins, de Madame Lefebvre à Monsieur Ahmed, se mobilisent, organisent des veillées,
brandissent des pancartes, font entendre leur voix. Cette fraternité, si chère à la culture française, évoque les grandes manifestations qui ont marqué notre histoire, des barricades de 1968 aux marches pour l'égalité. Elle nous enseigne que le changement ne vient pas seulement des institutions, mais aussi des citoyens ordinaires qui refusent le silence. Appliquer cette leçon dans nos vies, c'est reconnaître l'importance de la communauté, qu'elle soit familiale, amicale ou de quartier. Cela peut être aussi simple que d'aider un voisin, de participer à une association locale ou de s'engager dans une cause collective. La solidarité, c'est l'acte de tendre la main, de dire « vous n'êtes pas seul ». Ces réflexions nous ramènent à une vérité fondamentale. La justice n'est pas un idéal abstrait, mais un combat quotidien. L'histoire de Sophie nous invite à examiner nos propres actions, à questionner les systèmes dans lesquels nous vivons et à nous engager pour un monde où une enfant peut jouer sans crainte. En France, où l'histoire et la culture nous rappellent sans cesse notre responsabilité collective, cette histoire est un appel à l'action. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons façonner l'avenir. Cela commence par de petits gestes, écouter, apprendre, s'unir. Chaque pas compte, chaque voix compte. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors agissez. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos voisins, pour que le message de justice et de solidarité se propage. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires qui inspirent et qui appellent au changement. Et laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous évoque. Comment vous comptez appliquer ces leçons dans votre vie? Ensemble, faisons entendre nos voix, comme la rue des Lilas l'a fait pour Sophie. Agissons, maintenant.